Des fois, quand on voyage, ce qu'on retient, c'est pas forcément le décor de carte postale. Ça peut être une odeur, une ambiance, une rue qui paraît anodine au premier abord, mais qui pour nous est le moment qu'on a le plus retenu du voyage. Et je pense que pour certains pays tirés au sort, c'est ce genre de scène que j'ai envie de peindre. Mais si je vous dis ça, c'est parce que notre prochaine destination, ce sera... l'Inde. Ah ouais. En fait, il y a tellement de trucs à dire et à montrer sur ce pays qu'il faudrait lui réserver une collection à part entière. Du coup, le gros challenge ici, ça va être de trier l'information et trouver une manière de représenter le pays en une seule rue, sans tomber dans le cliché du temple hindou, du orange safran, de Babar l'éléphant et de la promenade en tuk-tuk. En gros, j'ai pas envie que mon tableau soit une caricature de l'Inde, quoi. Et vu que le but de la collection, c'est de voyager tous ensemble, on va en apprendre un peu plus sur l'histoire du pays. Logique. Par contre, je vais vulgariser un maximum parce qu'il y a 5000 ans d'histoire à passer en revue. Dans le jeu des civilisations, il y a environ 6 endroits où on peut commencer. Il y a le delta du Nil et la Mésopotamie que tout le monde connaît, mais si on va un peu plus à l'est, il y a la vallée de l'Indus. Indus, Inde, vous voyez le truc venir ? Bon, je vais pas vous raconter l'histoire de l'Inde antique parce que je suis pas historien et que c'est pas le but de la vidéo. Retenez juste qu'il y a 2300 ans, les gars avaient déjà des villes de 40 000 habitants avec un réseau d'égouts ultra complexe. Pendant ce temps-là, en Europe, on faisait de la poterie et on taillait des cailloux. Et c'est ok, chacun son rythme. J'avoue, j'abuse, en Europe, on faisait des trucs sympas aussi, mais c'est pour le storytelling. Soyez pas premier degré. Bref, vers moins 500, il y a eu Bouddha. Le mec a un peu marqué l'histoire quand même. Aux alentours de moins 320, l'Inde s'est unifiée, guéguerre par-ci, guéguerre par-là. De toute façon, quand il s'agit de se taper dessus, il y a toujours du monde. Bref, au-delà de se faire la guerre, il commence à établir une culture commune. Et aux alentours de l'an 300 commence le premier âge d'or du sous-continent qui va durer environ 200 ans. C'est pendant ce millénaire qu'ils vont inventer le zéro qui a révolutionné les maths. C'est aussi à cette époque qu'ils construisent des temples, qu'ils élaborent leur littérature, leurs arts, les sciences. C'est vraiment une période dorée et on estime que l'économie indienne à cette époque représente un quart voire un tiers des richesses mondiales. Ok, on va faire 2 minutes de pause histoire de digérer tout ça, parce que ça me sert à quoi pour mon tableau ? À rien. Non mais à un moment il faut le dire, savoir qu'il y avait des chiottes il y a 3500 ans en Inde, ça va pas m'aider à faire une jolie peinture. Ça me sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon déjà, petite nouveauté, laissez-moi vous présenter mon acolyte, le peintre. Comment ça ton acolyte ? C'est lui qui va s'occuper de la peinture. Grand artiste, beaucoup de talent, beaucoup d'avenir, ouais, faites-moi confiance. C'est moi qui peins, donc c'est un peu toi l'acolyte, non ? Oui, bon, va t'asseoir, hein, c'est moi qui raconte. Bon, le nom de la collection, c'est Une rue 2. Donc techniquement, ça exclut déjà pas mal de décors de cartes postales. On oublie le Taj Mahal, les berges du Gange à Bénarès ou les Baoli. Je suis sûr que vous saviez même pas que ça s'appelait comme ça. Et puis en plus, on va pas se mentir, un tableau sur le Taj Mahal, paye ton originalité, mec. En fait, ce qu'il me faut, c'est une rue de l'Inde actuelle. Mais du coup, dans quelle ville ? Parce que l'Inde, c'est pas comme la Biélorussie où tout tourne autour de Minsk qui est la capitale. Là, on parle quand même du pays qui est officiellement le plus peuplé du monde avec 1476 millions d'habitants. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Et c'est là que je me suis rendu compte que depuis le début, je prenais le problème à l'envers. Ce qu'il faut que je trouve en premier lieu, c'est une ville. Bon, les villes principales d'Inde, c'est Mumbai, Delhi, Bangalore et Kolkata. Mumbai, c'est la capitale financière, c'est un peu la vitrine de l'Inde. Mais du coup, c'est aussi la ville de tous les clichés. C'est à la fois la ville la plus riche avec les sièges sociaux des multinationales, les stars de Bollywood. C'est simple, la ville compte 90 milliardaires. Combien ? Si jamais Genève et Zurich réunis, c'est une trentaine. L'argent, il est plus en Suisse, les gars. Je connais cette théorie. Mais le truc, c'est qu'à Mumbai, il y a aussi un des plus grands bidonvilles du monde. 1 million d'habitants sur 2 km² avec des conditions de vie... Et dites-vous que c'est 20 fois plus dense que Paris Intramuros ou Monaco, qui sont pas réputés pour leurs grands espaces. Ça remet les choses en perspective, hein. Si on passe sur la côte est, cette fois-ci, on a la ville de Kolkata, qui est aussi connue sous le nom de Calcutta. C'était l'ancienne capitale de l'Inde quand elle était sous domination britannique. C'est là qu'on retrouve beaucoup les intellectuels, les artistes. C'est un peu le cliché de l'Inde d'il y a 100 ans à cause de l'architecture coloniale et de l'imaginaire collectif qu'on a du pays. Bref, ça c'était pour les villes côtières. Maintenant, si on va au sud du pays, il y a la ville de Bangalore. Je suis désolé pour la prononciation, connue aussi sous le nom de Bangalore.
C'est un peu la ville du futur de l'Inde. C'est la Silicon Valley du pays. C'est une mégalopole de 10 millions d'habitants. Il y a beaucoup de centres de recherche en haute technologie. C'est vraiment la ville moderne par excellence. Et au milieu de toute cette modernité, il y a des vestiges d'époques passées, que ce soit coloniale ou précoloniale. Ce qui est un peu dommage avec cette ville, c'est que dans les années 70, on la surnommait la ville-jardin parce qu'elle était recouverte de végétation à plus de 60%, et avec l'urbanisation, c'est tombé à 7%. Je trouve ça dommage. On a fait l'Est, l'Ouest, le Sud, il nous manque le Nord avec la capitale, Delhi. Alors, 32 millions d'habitants, c'est juste derrière Tokyo en termes de population. La ville a au moins 2000 ans, elle a été construite, détruite, reconstruite, redétruite, etc. plein de fois, et du coup ça la rend super intéressante parce qu'il y a des traces de toutes les époques. Et plus je faisais des recherches sur la ville, plus je me disais, mais en fait, c'est un condensé de ce qu'il y a dans les autres villes. Dans le sens où il y a l'histoire, la culture, l'architecture, comme à Kolkata, capitale oblige, il y a de la grosse moula. Il y a moins de milliardaires qu'à Mumbai, mais il y en a quand même 2 fois plus qu'à Zurich et Genève réunis. J'insiste un peu parce qu'on dit toujours les Suisses on est riches alors que pas moi qui le dis, hein. Mais à Delhi, il y a aussi de la tech en veux-tu, en voilà, c'est le principal concurrent de Bangalore. Et au bout d'un moment, j'ai appris que le surnom de la ville, c'était Mini India. Parce qu'elle englobe quasiment toutes les cultures, tous les modes de vie des autres régions du pays. Du coup, à la base, je voulais être original, je voulais pas faire la capitale, mais force est de constater que, là, en l'occurrence, Delhi, ça représente pas mal le pays. Alors, en Île-de-France, il y a 7700 km de réseau routier. À Delhi, c'est 32 000. Voilà. Heureusement, il y a une magnifique invention qui s'appelle le Street View. Donc pendant plusieurs jours, je me suis baladé dans les rues de Delhi. Même en faisant le tri par quartier, en orientant un petit peu mes recherches, c'est un labyrinthe, c'est un enfer. Je vous le dis, c'est catastrophique. Des fois, je me chauffais, je trouvais une rue cool, je me disais vas-y, je vais faire ça, plan sous la comète, et au bout d'une heure, je me rendais compte que j'étais dans une impasse. Oui, ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'il a sélectionné 4 rues qui m'a noté sur ce petit morceau de papier, et c'est moi qui ai fait le croquis. Mais naturellement, mais travail d'équipe. D'ailleurs, montre-nous un peu ton travail là, parce que tu critiques le mien, mais on aimerait bien voir ce que t'as fait, toi, hein. Ok, facile, ça. Attends. Comme d'habitude, je suis parti d'un croquis sur tablette. J'ai fini par choisir la Showri Bazaar Road. Pas de commentaires sur l'accent, s'il vous plaît. Je transpose mon croquis de la tablette vers la toile, j'utilise la technique du quadrillage pour avoir les bonnes proportions, et c'est à ce moment-là que je fixe définitivement la composition de ma scène. Je serais incapable de faire ce qu'il fait. Moi, les artistes, ils m'épatent. Franchement, chapeau. On va le laisser se concentrer. Je vais reprendre mon histoire parce que je vous ai laissé aux alentours de l'an 1000 tout à l'heure et après il s'est passé plein de choses. Alors je vais vous résumer tout ça. Je vous ai dit que l'Inde c'était super riche aux alentours de l'an 1000, âge d'or culturel, scientifique, commercial, le paradis sur Terre, mais vous savez, le paradis, ça fait des envieux. Et du coup, il y a des gars qui ont entendu parler des richesses de l'Inde. Et en l'an 1000, Mahmoud de Ghazni, prononciation parfaite, il vient pour piller tous les temples hindous qui sont blindés d'or. Et le problème, c'est que les hindous, ils sont pas du tout coordonnés face aux ennemis. Les souverains locaux sont incapables de se mettre d'accord, et en plus, les guerriers hindous sont ultra individualistes. Zéro esprit d'équipe. Par contre, les chefs musulmans, eux, ils ont fédéré leur armée. Ah oui, parce que Dieu n'est qu'amour sur le papier, mais c'est aussi un bon prétexte pour aller taper le voisin. C'est impressionnant parce que 1000 ans plus tard, ça fonctionne encore comme technique. Bref, on avance un peu, en 1206, le sultanat de Delhi est créé. C'est une nouvelle période majeure pour l'Inde qui pendant 300 ans va développer une identité indo-islamique. Et puis plus tard, c'est l'empire moghol qui prend le dessus. Alors, l'empire moghol, c'est pas la même chose que l'empire mongol, même s'il y a un lien de parenté. Je pourrais vous expliquer ça simplement, mais tu parles trop. J'ai fini le croquis, il y a toujours aucun rapport entre ce que tu racontes et le tableau. Donc en fait, tu vas faire la couche de fond et moi pendant ce temps, je vais raconter l'histoire, ça ira plus vite. Ok ? Mec, on y arrive là. Je mettais juste du contexte, en fait, je donne de la profondeur à ton tableau. Apparemment, je te fais chier. Excuse-moi. Vas-y. Casse-toi, laisse-moi faire. Ok. Et je fais quoi avec la peinture ? Bah tu prends la peinture et tu fais la couche de fond. Je vais pas te faire un dessin. Ça a l'air super simple. Bon, moi je vais pas tergiverser, on va reprendre aux alentours de 1500, Vasco de Gama et compagnie. D'ailleurs, en parlant de compagnie, c'est la grande période des compagnies des Indes. Vous savez, la VOC, l'entreprise la plus valorisée de l'histoire. Les Néerlandais se font un max de thunes à cette époque. D'ailleurs, on parle même du siècle d'or hollandais avec les peintres célèbres comme Vermeer, Rembrandt, Ruysdael, tout ça. Mec, commence pas avec tes peintres, hein. Tu veux être efficace ? Assume. C'est bon, j'ai compris.
Le truc, c'est qu'il n'y a pas que les Hollandais qui ont une compagnie des Indes, il y a aussi les Britanniques qui se partagent le territoire en Indonésie. Sauf qu'un jour ils s'embrouillent, les Hollandais chassent les Britanniques et ces derniers se replient sur l'Inde. Et à partir de ce moment-là, les Britanniques eux aussi vont faire un max de thunes. Tellement d'argent qu'ils ont une armée et qu'ils lèvent des impôts sur place. Et s'ils ont autant de pouvoir, c'est parce que l'empire moghol est sur le déclin. Mais à part pour le business, ils touchaient pas trop à l'identité du pays. C'est pour ça qu'on a encore cette architecture moghole traditionnelle, notamment sur la porte centrale. Les motifs floraux, les détails sculptés, c'est vraiment représentatif de leur culture indo-islamique. Le vrai problème, c'est quand les Britanniques prennent le contrôle à partir de 1858. Et si c'est la couronne britannique qui a dû prendre leur lait, c'est parce qu'ils ont donné à leurs soldats des sachets de poudre enduits de graisse de porc ou de bœuf. Pas de chance, le porc c'est impur pour les musulmans, et le bœuf c'est sacré chez les hindous. Du coup, effet boule de neige et grosse mutinerie dans tout le pays. Et à partir du moment où c'est la reine qui intervient, ils disent « Tout ce que vous possédez, c'est à nous. » Mec, tu vas pas du tout plus vite que moi pour raconter, on n'est toujours pas en train de parler du tableau, et tu tournes autour du pot, donc laisse-moi faire mon job, fais le tien, et tout ira mieux. Ah mais mec, je suis en train de parler du tableau, la porte au centre qui est typique de l'architecture moghole. Qu'est-ce qui va pas en fait ? Ce qui va pas, c'est que moi je ne sais pas peindre, j'ai fait la couche de fond pour te faire plaisir. Maintenant je suis bloqué, je ne sers à rien. Donc fais ton taf, je fais le mien. Je t'explique en fait. Moi je suis un nerveux, donc à tout moment ça part, ok ? Donc, ok. Bon bah vas-y. Je vais reprendre la main. Mais je te préviens, t'as intérêt à parler de ce que je suis en train de faire parce que sinon on rééchange. Bon, sur son tableau, il va commencer par tout ce qui est loin dans la composition. C'est pour ça qu'il vous parlait de la porte centrale avec cette architecture moghole au centre. C'est le seul élément d'avant la colonisation britannique, parce que tout ce qui entoure cette porte date d'après 1858. D'ailleurs, il est en train de peindre toutes les structures de ces bâtiments coloniaux avant de passer aux détails. D'ailleurs, les détails, parlons-en. Ce truc qui ressort de la façade, ça s'appelle un oriel, et il n'est pas d'origine indienne. C'est assez représentatif de ce que faisaient les Anglais en imposant leur architecture, mais en appliquant des décorations qui imitent vulgairement la culture locale. Sauf que cette démarche, elle s'arrête pas qu'à l'architecture. Pour les Européens du 19e siècle, il fallait absolument rendre l'Orient mystique et romantique pour justifier leur mission civilisatrice. La fameuse. Et du coup, c'est à cette époque qu'ils ont transformé le pays en profondeur. Déjà, ils ont voulu tout simplifier pour des raisons administratives. Avant les Britanniques, l'Inde était multiculturelle, avec une grande tolérance au niveau religieux. Avec les Anglais, finito. Religion unique, hindouisme, comme ça c'est plus simple, alors qu'on le rappelle, les Moghols étaient musulmans. Ensuite, au niveau des castes, c'était trop compliqué pour les Anglais de les gérer de manière traditionnelle. Du coup, ils ont cloisonné le truc, c'était plus simple au niveau administratif. Hop, un tableau Excel, caste 1, 2, 3, 4 et c'est plié. Bon, puis on va pas se mentir, ça les arrangeait parce que diviser pour mieux régner, vous connaissez le dicton. Oh mais c'est insupportable en fait, t'es toujours pas en train de parler du tableau, il est presque fini. Fais ta part du job. Tu sais quoi, moi, je vais me faire un café, quand je reviens, t'as fait ton boulot, hein. Bien, bravo, super. Toujours dans l'agressivité, bel exemple ça, ouais. Bon bah le tableau du coup. Vous voyez la façade qu'il est en train de peindre ? C'est très loin des façades actuelles, lisses, insipides qu'on voit partout. Regardez bien les détails, les bas-reliefs, les arabesques, tout ça c'est vraiment typique de l'architecture précoloniale. De toute façon, les Anglais auraient jamais financé une main-d'œuvre qualifiée pour faire ce genre de réalisation, surtout dans ce genre de quartier. Parce qu'en fait, avant que les Britanniques ne rasent la majorité des bâtiments, il y avait des grosses maisons de nobles dans ce quartier. Et en fait, ces portes servaient d'accès à la cour centrale qui desservait plusieurs parties du bâtiment. C'est vraiment de la vulgarisation parce que c'est trop compliqué sinon. Et une fois que les quartiers historiques étaient rasés, les Anglais ils appliquaient toujours la même technique dans toutes leurs colonies, ils construisaient des shop houses. Et non seulement ça leur permettait d'asseoir la domination britannique sur le pays colonisé, mais en plus ils avaient tout le temps le même modèle, donc ça coûtait pas très cher à produire. Par contre, les rideaux métalliques, les pancartes, les ventilateurs, tout ça c'est arrivé après, avec l'indépendance. En 1947, la Deuxième Guerre mondiale est terminée et ça entame la période de la décolonisation. N'en déplaise à certains vieux nostalgiques, on vous voit si jamais. Les 3 premières années, l'Inde obtient un statut de dominion, donc indépendante et détachée du Pakistan, mais toujours avec la constitution britannique et le roi comme monarque en attendant d'avoir ses propres lois et son propre chef d'État. Et puis, dès 1950, c'est l'indépendance totale. L'Inde est enfin la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que c'est le bordel dans cette Inde des années 50, après avoir monté les gens les uns contre les autres pendant près de 100 ans, les hindous contre les musulmans, les riches contre les pauvres, tout ça, ça mène à d'immenses vagues migratoires entre l'Inde et le Pakistan, et les quartiers pauvres comme le Chowri Bazar se peuplent à vitesse grand V. Du coup, chaque mètre carré est exploité et les shop houses britanniques sont divisés en micro-boutiques de 2-3 mètres de large. Et ces quartiers se modernisent très vite et adoptent les nouvelles technologies sur le tas.
Donc on tire un fil, puis un deuxième, puis on ajoute une pancarte qu'on recouvre avec une autre, et du coup on se retrouve avec une rue construite comme des Lego, venant de boîtes différentes. Et du coup, voilà le résultat final. Ah, on en est là, ça m'interrompt. Ouais, mais mec, désolé, tu mets 2 plombes, j'ai eu le temps de finir le tableau, de ranger l'atelier, de déplacer les meubles dans l'atelier. C'est pas ma faute si tu mets 2 plombes à raconter l'histoire. 2 plombes? Bah vas-y, fais-le si t'es si intelligent. D'accord, bah je m'en charge alors. Sur la partie gauche du tableau, on a la modernité du passé du XXe siècle, avec encore la présence d'éléments de l'architecture coloniale britannique et beaucoup de fils parce que c'est le XXe siècle, l'analogique et tout ça, tout ça. À droite, par contre, c'est la modernité du XXIe siècle. Déjà, il y a les 3 climatiseurs qui viennent en opposition à l'unique climatiseur ici. C'est un petit rappel du réchauffement climatique qui prend énormément de place actuellement et en plus, en Inde, les répercussions sont majeures. Il y a aussi la présence de Jio, un géant de la télécommunication avec plus d'1 milliard de clients potentiels, vu que c'est le premier en Inde, qui rafle toutes les parts de marché. Et puis, il y a la présence de Kumar Electronics, qui est plus un truc du 21e siècle, l'électronique, tout ça. Tout à droite, il y a la présence d'une affiche de film qui est celle du premier film généré par intelligence artificielle qui est sorti à Bollywood cette année, en 2026. Et au milieu, il y a cette porte moghole comme ciment de l'identité nationale avec cette femme hindoue qui pose devant son chariot de mangue qui est le fruit national du pays. Tu vois? C'est pas compliqué d'aller vite et d'être concis en fait. Hein? Ouais. Donc prends-en de la graine. Je te laisse conclure. Oui, ça bégayait un peu quand même, hein. Laisse faire les professionnels. Merci de nous avoir regardés. J'espère que ce nouveau format en binôme vous a plu. J'espère que le tableau vous plaît aussi. C'est pas facile d'aborder un sujet comme l'Inde. Donc voilà. Sinon, il y a des reproductions qui sont disponibles sur mon site internet. Le lien est en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Ça me permet de continuer mon activité. Et... Enfin, c'est un bon moyen de me soutenir. Bon. Donc, quoi? Oui, j'active. Voilà, abonnez-vous, commentez ce que vous en pensez et on se dit à bientôt, hein.